se moquait de Serge Ravanel au départ. Quand il a commencé à aller en parler dans les ministères et les associations, et comme il était très tenace, ça fonctionnait. Et ça continue, et maintenant, l'AERI est devenu un département de la Fondation de la Résistance. Donc, vous avez tout dit l'essentiel. Alors moi, je suis donc Anne-Marie Poutier. Je suis une ancienne élève de Molière aussi. Je suis entrée en 64, en 4e, au retour de la guerre d'Algérie. Et j'ai été jusqu'au bac en 70. Et ensuite, petit à petit, parce que ma grand-mère était une ancienne élève du lycée Molière, elle avait passé son bac en 1913, donc elle était une des premières femmes à passer son bac au lycée Molière. Et j'ai son diplôme sur lequel il n'y a même pas écrit mademoiselle, mais il y a barré sieur, il y a à la main mademoiselle Mathilde Cormier. Donc j'ai pris la suite de ma grand-mère dans l'association, et puis petit à petit, en 2001, je suis devenue la présidente. Et dans cette association de l'amicale des anciennes et anciens élèves du lycée Molière, puisque des garçons sont entrés en 1970 à Molière, en 6e, alors qu'il y avait quelques garçons en Cannes depuis 68. Petit à petit, je me suis intéressée beaucoup à l'association, et puis quand il a fallu, j'ai pris la présidence en 2001-2002. En 2001-2002, et puis une ancienne de Molière qui s'appelait Yvette Baumann, Bernard Farnoux, dont nous vous parlerons dans la conférence, a dit « J'ai besoin d'un lycée public pour faire un travail sur la transmission de la mémoire », parce qu'elle venait de créer, elle avait créé avec son mari en 1989, à la chute du mur de Berlin, une association qui s'appelle « Pour la mémoire des déportés et des résistants d'Europe ». Et en 2002, elle a dit il faudrait qu'il y ait un lycée public, parce qu'elle travaillait avec un lycée privé, catholique. Et elle m'a contactée en me disant Madame ma présidente, est-ce que tu voudrais bien que le lycée Molière entre dans notre association? Donc je suis allée voir le proviseur qui m'a dit oui, d'accord. Et depuis 2001, nous faisons partie de l'association pour la mémoire des déportés et des résistants d'Europe. Et en 2002, nous avons construit vraiment, porté le groupe Relais de la mémoire junior, dont vous avez 5 représentants ici, qui travaillent d'année en année. Les élèves de seconde, première, terminale font partie de ce Relais de la mémoire junior. Et en 2018, finalement, j'ai pris la présidence de cette association et du Relais de la mémoire. Donc ces jeunes ont travaillé pour vous aussi, et en particulier pour Claude Falk, c'est eux qui ont fait le panneau. Ils avaient fait d'autres panneaux que l'on pourra voir demain pour ceux qui reviendront. Voilà, on travaille sur la mémoire, mais, comme ils ont dit, la mémoire construit l'avenir, et donc on travaille aussi pour leur avenir de citoyens, leur avenir de chercheurs, leur avenir en lien avec l'histoire, et leur avenir en lien avec le monde, finalement. Voilà, donc ça c'est mes 2 casquettes, et j'ai par chance, grâce à Sylvie, qui est tout là-bas, Sylvie Bigard, par chance, j'ai connu Nicole Schwab, ancienne élève de Molière, maintenant Nicole Bigard, et Claude Falk. On est tombé, comment dire, pourquoi est-ce que Claude Falk est arrivé? Parce que Nicole me dit, moi qui suis la sœur de Claude Falk, et je dis Nicole Bigard, Schwab, comment est-ce qu'elle a un rapport avec Claude Falk, dont nous parlions chaque année devant la plaque, alors que son nom n'est pas gravé sur la plaque, mais on savait qu'il y avait un Claude Falk. Et donc, petit à petit, j'ai dit, mais pourquoi c'est votre frère? Comment c'est votre frère? Et finalement, on s'est lancé dans l'aventure, on peut dire, avec Sylvie, avec Monsieur Bollier, qui est parti, non, là-bas au fond, et avec Monsieur Mantoux du lycée Janson, et avec sa secrétaire, Madame... Général secrétaire général. Qui nous a donc, avec qui on a échangé des professeurs d'histoire, qui nous a donné des documents, et on a remué et on a trouvé des documents, parce que quand on remue, finalement, on arrive à trouver, même si c'est difficile. Et je ne suis pas encore retournée voir si le nom était vraiment gravé à Janson, mais chez nous, il n'est pas gravé. Et on va peut-être le graver. Parce que, voilà, pour les élèves, c'est bien aussi qu'ils sachent qui est qui.
ça accompagnerait nos filles de Molière. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des filles déportées. Il y a aussi beaucoup de résistants sur la plaque, quand même, qui ont été déportées ensuite, à Ravensbrück en particulier. Donc c'est là-dessus que nous avons travaillé avec Laurence pour vous présenter un morceau, enfin non pas un morceau, un résumé. Mais malgré tout, on a eu du mal à le résumer énormément, donc il sera quand même un petit peu long, de ce qu'on fera demain pour les élèves. Parce que le but, pour nous, c'est quand même d'informer les élèves. Et cette conférence sera principalement dédiée aux élèves demain. Tous les élèves délégués des classes, c'est-à-dire les 80 délégués des classes, les élèves du relais de la mémoire, bien sûr, et quelques élèves de 3e, seront présents demain pour écouter la conférence, parce que ça s'adresse à eux. Ils ont besoin de modèles. Donc on leur donne des modèles. C'est ça l'idée. Voilà. Bravo. Alors, d'abord, qu'est-ce que la résistance? Le mot résistance apparaît dans le discours du général de Gaulle dans l'appel du 18 juin 40 à la radio de Londres. Il entre alors dans le vocabulaire politique du XXe siècle. Il ne s'agit alors que de résistance militaire. La date d'entrée en résistance peut être définie par celle de l'occupation de la France par les Allemands après l'armistice. Laurence plus fort. D'accord, du 22 juin 40. Vous m'entendez mieux, là, ça va? Signé à Redon qui met fin au combat et scinde le pays en plusieurs zones. C'est pas Philippe, c'est Charles. Pardon. C'est Charles. C'est moi. Erreur de ma part. Je reconnais tout ça. Je ne suis pas historienne, je suis biologiste. Alors, les filières d'évasion se constituent. Très vite, elles s'organisent aussi pour fournir des informations sur l'occupant, ce qui progressivement permet la création des réseaux de renseignement. Dès la fin de 1940 apparaissent des mouvements dont le but est la propagande. Puis les maquis voient le jour et sont devenus emblématiques de la résistance. L'instauration du STO œuvre à la montée massive des jeunes au maquis. C'est assez fort, là, vous entendez? D'accord. La situation des femmes dans la société française en 1940. En 1939, la France comprend 21,4 millions de femmes et 19,8 millions d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, en raison des précédentes guerres, etc. Les femmes n'ont pas le droit de vote, le code civil napoléonien ne conçoit la femme mariée que soumise à la tutelle de son mari, pas de compte personnel, pas de possibilité de toucher un salaire, etc. L'absence des hommes et la pénurie, en 40, les contraignent à travailler et elles deviennent des chefs de famille. Elles ont à faire face seules aux épreuves de l'exode et à la gestion du quotidien. Comme l'explique Lucie Aubrac, pendant l'exode, les femmes se sont retrouvées comme des mendigotes et des vagabondes, abandonnées par les hommes, seules avec les personnes âgées et les enfants. Elles étaient sur les quais de gare avec les bols et les biberons à laver, sur les routes nationales avec les poussettes, où trouver des couches pour les bébés, où mettre les couches sales. En outre, n'étant plus chez elles, les femmes ne touchaient plus les allocations familiales. Alors, les premières formes de résistance, l'engagement. Les femmes ont les mêmes raisons que les hommes d'entrer en résistance, mais elles ont aussi des raisons spécifiques. Le foyer disloqué, les enfants mal chaussés, mal vêtus, mal nourris, ont fait de la vie depuis 1940 une bataille de chaque instant contre les Allemands. La résistance, ce sont d'abord des petits refus. Refus de laisser le trottoir aux occupants, port ostensible de vêtements tricolores. Des jeunes garçons et filles de Janson et de Molière ont commencé à écrire des V sur les murs avec une croix de Lorraine. Ils ont participé à la remontée des Champs-Élysées le 11 novembre 40. Coller des papillons, retourner les plaques indicatrices sur les routes, remplir d'une poignée de sable les réservoirs des camions ou des motos allemands, ou même couper les lignes téléphoniques. Tous ces petits faits obligent les occupants à une vigilance accrue. L'un des grands paradoxes de cette résistance est que les femmes et les jeunes filles ont assuré leur devoir de citoyenne sans en avoir les droits. Les parcours de résistance que nous évoquerons seront uniquement ceux de femmes de Molière. Alors c'est généralement une résistance sans armes. Très vite, c'est par et autour des femmes et des femmes que s'articule la quotidienneté de la résistance, facilitée par la moins grande méfiance des Allemands à leur égard. Les réseaux.
Dans les réseaux d'évasion, des centaines de convoyeuses risquent leur vie pour organiser les chaînes de solidarité dans le but de sauver les prisonniers de guerre, les aviateurs anglais qui risquent d'être arrêtés, les enfants juifs qui sont pourchassés. Les femmes vont être plus nombreuses et jouer un rôle plus important dans les réseaux que dans les mouvements, qui eux ont un rôle politique. En plus des réseaux d'évasion, elles vont faire partie des réseaux de renseignement. La première de Molière que nous citerons, c'est Anise Girard Postel-Vinet. Née en 1922, lycéenne à Molière, Anise prend part à la manifestation du 11 novembre 40 sur les Champs-Élysées. Elle est arrêtée en août 42 alors qu'elle allait livrer des documents qu'elle avait recueillis. À son arrivée à la prison de la Santé, on lui annonce qu'elle sera mise à mort le lendemain, mais elle est transférée à Fresnes, puis à Romainville, d'où elle est déportée au camp de Ravensbrück. Elle rentrera en France en 1945, de même que ses trois amies, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon et Jacqueline Péry-d'Alincourt. Vous avez là la photo qui vous montre la classe d'Anise dans le lycée Molière, dans la cour du lycée Molière. Une deuxième jeune femme, Geneviève Charrier-Tillier, née en 1912. Elle fit partie du réseau CND Castille. Elle est arrêtée en novembre 1943, déportée à Dachau et elle décède en mars 1945. Ici, vous avez un dessin qu'elle a elle-même annoté en disant que c'était elle. C'est un dessin qui a été fait au camp. La troisième dont nous parlerons, c'est Louise Weiss, née en 1893. Elle a dirigé une section du mouvement Patriam Recuperare. Ce groupe, mis en contact avec Londres, fait parvenir à la France combattante des plans, des photos, des renseignements militaires. Elle échappe de peu à la Gestapo et ensuite ce sera une des grandes féministes du lycée Molière. Alors les femmes ont un rôle d'hébergement et de transfert des fugitifs. À cette époque, héberger ne signifie pas seulement loger, mais aussi nourrir, habiller, chausser et convoyer. Il s'agit d'aider tous les individus pourchassés. Prenons trois exemples de jeunes femmes de Molière ayant participé à l'hébergement d'individus pourchassés par les nazis. La première, c'est Claire Girard, la sœur d'Anise. Née en 1921, après des études au lycée Molière de 1930 à 1938, Claire poursuit ses études à l'École nationale d'agriculture de Rennes, puis à celle de Grignon. Elle prend la direction d'une ferme en Île-de-France. N'appartenant pas à un groupe organisé de résistance, elle s'occupe par exemple du ravitaillement pour le groupe franc voisin et elle héberge des fugitifs. Vous la voyez là en 1937 dans sa classe de seconde au lycée Molière. En août 1944, Claire se fait arrêter avec deux jeunes résistants. Tous les trois sont abattus, assassinés au coin d'un bois, sans motif, sans explication, sans jugement. La seconde est Germaine Bernard Cherchevski. Née en 1901, Germaine Bernard fut une brillante élève du lycée Molière. Elle traduisait l'anglais et l'allemand à livre ouvert. Elle se marie en 1930 avec Abraham Cherchevski, dont elle a 3 filles. Demain, d'ailleurs, nous aurons une de ses filles présente et un petit-fils. En 1942, ils sont cadres de l'UJF, l'Union générale des Israélites de France. Et ils cachent leurs filles en raison de leur responsabilité. En 1943, ils dirigent un foyer d'enfants juifs à Neuilly. Germaine Cherchevski fait partie des 52 employés victimes de la rafle par la Gestapo le 30 juillet 1943 au siège de l'UJF. Elle est déportée en septembre 1943 à Auschwitz où elle est directement assassinée. Thérèse Cahen est née en 1897. Elle se dévoue aux enfants orphelins de déportés. C'est dans une maison refuge à Saint-Mandé, abritant une vingtaine de fillettes, qu'à la veille de la libération de Paris, fin juillet 1944, la Gestapo vient la chercher avec toutes ses petites protégées. Après un court passage à Drancy, elles sont embarquées dans le dernier train à destination des camps. Lors de la sélection sur la rampe d'Auschwitz, elle fut jugée apte au travail et elle aurait pu se faire employer par les Allemands. Mais elle refusa
ayant juré à ses fillettes qu'elle ne les abandonnerait pas. C'est ainsi qu'elles furent toutes immédiatement conduites à la chambre à gaz, puis au crématoire. Alors, maintenant, voici des exemples de jeunes femmes de Molière ayant œuvré au convoyage de fugitifs, et principalement d'enfants juifs. On commence par Madeleine Lévy, née en 1918. C'est la petite fille d'Alfred Dreyfus. Madeleine devint une assistante sociale à la Croix-Rouge française. Promise au grade d'adjudant FFI, elle rend possible le passage de la frontière espagnole à de très nombreux combattants. Elle intègre le service social du mouvement Combat, puis des mouvements unis de la résistance. Arrêtée le 3 novembre 1943 avec ses camarades, elle est la seule retenue par la Gestapo en raison de son nom juif. Elle est déportée de Drancy à Auschwitz, où elle meurt en janvier 1944. Si vous allez au cimetière du Montparnasse, sur la tombe d'Alfred et Lucie Dreyfus, on peut lire « À la mémoire de Madeleine Lévy, déportée par les Allemands, disparue à Auschwitz à l'âge de 25 ans. » Nicole Veil-Salon, née en 1915, étudie au lycée Molière jusqu'à son baccalauréat, puis elle obtient un diplôme d'assistante sociale à l'école des surintendants d'usine du boulevard Saint-Germain. Nicole est engagée comme assistante sociale en 1941 au dispensair de Lauzeux à Marseille. Elle réussit à faire sortir des femmes internées et une centaine d'enfants du camp des Milles en août 1942. C'est alors qu'elle rencontre Jacques Salon. Ensemble, ils partagent les actions de sauvetage et quelques mois de bonheur. 3 mois en fait. Ces actions à Marseille commencent à être repérées et pour sa sécurité, elle est mutée à Limoges où elle participe au sauvetage des enfants encadrés par l'UJF. De juillet à octobre 1943, avec son mari Jacques, ils réussissent à faire passer en Suisse 200 jeunes et leurs familles. Nicole est arrêtée le 24 octobre 1943, déportée en novembre 1943. Arrivée à Auschwitz, elle refuse de se séparer des enfants déportés avec elle et elle part à la mort avec eux. La troisième est Thérèse Tedesco, née en 1920. Après ses années au lycée Molière, elle poursuit des études à l'école de physique-chimie de Paris et en sort ingénieure en juin 1943, ce qui n'était pas très courant. Ayant la passion de la montagne, elle accepte un poste dans un laboratoire en Savoie. Avant-guerre, elle était membre des éclaireuses israélites et elle a eu beaucoup d'élèves de Molière qui ont fait partie de son groupe, en particulier le groupe Pasteur. Elle accepte un poste, elle prend contact avec les organisations clandestines de secours aux enfants israélites. Elle fait traverser la frontière suisse à de très nombreux groupes de jeunes. Elle prend aussi des contacts avec des agents de liaison du maquis, mais elle tombe rapidement dans un guet-apens. Le 20 avril 1944, elle est arrêtée par la Gestapo et abattue. Elle avait 23 ans. Les tâches que ces femmes remplissent, pour modestes qu'elles soient en apparence, leur font courir les mêmes risques que leurs compagnons et les conduisent comme eux à la torture, à la déportation et souvent à la mort. Les mouvements et leurs agents de liaison. Que transportaient ces agents de liaison? Des journaux clandestins, des tracts, des faux papiers, des cartes d'alimentation, souvent de l'argent et parfois des armes. Les femmes avaient l'air tellement jeunes et innocentes qu'elles parvenaient à se glisser partout. Air de jeunesse accentué en s'habillant de manière enfantine, un petit béret, des chaussettes blanches, des sandales, etc. Les femmes n'ont jamais manqué d'imagination pour passer les contrôles allemands, allant même jusqu'à faire porter leurs valises par les Allemands à la descente d'un train. L'activité d'agent de liaison oblige à développer sa mémoire. Pour commencer, il faut changer tout le temps d'identité, ce qui implique des noms différents, des adresses et des cartes d'identité différentes. Quand on est arrêté, questionné, il faut se rappeler tous les détails de l'identité du moment, et cela sans compter les nombreux messages qu'il faut mémoriser, car les mettre par écrit aurait été trop dangereux. Alors là, nous avons Claudine Baumann, née en juin 1922, et c'est la seule qui soit encore vivante. Je suis allée la voir samedi,
Et elle m'a donné un certain nombre de ces noms. Donc elle s'appelait Claudine Baumann, mais elle s'appelait aussi Claudine Gilles, Claudine Faure, Claudine Fortin, Claudine Brumont, Claudine Brumard, et elle m'a dit, et j'en avais d'autres. C'est pour ça que vous avez ici sa fausse carte d'identité, mais avec sa vraie photographie en janvier 1944. Elle m'a avoué qu'elle allait de nuit se faire photographier dans les différents villages, et elle changeait sa photo, et elle mettait un tampon pour ne pas être toujours la même. Alors, les cheveux longs, les cheveux courts, un chignon, enfin bon, elle changeait ce qu'il fallait, et elle faisait ça la nuit. Elle aurait dû venir demain, et elle est tombée hier, ce qui fait qu'elle est au lit, et qu'elle ne viendra pas demain témoigner pour les élèves, et j'en suis très triste. Et elle en était très triste. Elle est convoquée, alors elle m'a raconté son histoire, donc elle, je vais vous raconter un petit peu ce qu'elle m'a raconté. Elle est convoquée à 17 ans au commissariat de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris, pour se faire enregistrer et recevoir son étoile jaune. Cependant, l'adjoint du commissaire la prévient. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Et il décide de ne pas l'enregistrer. Il l'invite ainsi que sa famille à revenir au commissariat le soir et il leur procure alors des faux papiers. Il les a fait ainsi entrer dans la résistance en leur demandant de transporter d'autres faux papiers vers des préfectures de police de Nice et de Lyon. Au total, Claudine Baumann a passé 5 fois la ligne de démarcation à pied pour ses missions de transport de faux papiers. Par la suite, Claudine rejoint sa sœur Yvette Baumann à Lyon. Le commissaire a accompagné Claudine et ses parents jusqu'au métro pour leur permettre de partir en sécurité. Plus tard, ils se sont retrouvés et elle lui a demandé pourquoi il l'avait sauvée. Il lui a répondu que c'était parce qu'elle avait une bonne gueule. À Lyon, intégrée dans le mouvement Combat, Claudine transporte surtout des documents et peu d'armes. Elle se marie en 1942, puis à 20 ans, elle donne naissance à une fille. Mais elle doit se séparer de son mari le 11 novembre 1942 car la zone libre devient occupée et le danger est trop grand. Elle part alors avec sa fille et finit par trouver refuge dans un hameau isolé en montagne au-dessus de Grenoble. Son mari se trouvait dans le maquis où il émettait avec l'ombre. Claudine Baumann recevait de son côté des personnes en détresse. Pour avoir de l'électricité, elle devait faire du vélo pour s'éclairer grâce à l'énergie produite et parfois pour aider son mari à émettre les informations vers Londres. Elle a porté beaucoup de messages à pied et à vélo car on ne pensait pas à arrêter une jeune fille et plus tard une jeune femme. Avec son bébé, c'était beaucoup plus simple pour elle de circuler. Elle inspirait confiance et innocence. Un jour, son mari, le lieutenant Aronson, la prévient que les nazis ont découvert l'endroit où elle s'était réfugiée. Elle reçoit alors l'ordre de partir du côté opposé de la montagne où se trouvaient de nombreux petits villages. Elle les a tous parcourus et a résidé dans chacun très peu de temps. Ce sont des écoles ou des familles qui l'accueillaient. Son mari les rejoignait de temps en temps. Enfin, elle demeura dans le village de Front de France, au nom prédestiné, jusqu'à la libération. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a transmis directement. Et demain, je le redirai aux élèves, mais elle m'a demandé de le dire à la première personne, parce qu'elle aurait dû être là. Donc je changerai le texte en le mettant à la première personne. Les mouvements et la presse clandestine. Des groupes de femmes diffusent des journaux clandestins sur des feuilles dactylographiées, renéotées ou tirées sur des imprimeries d'enfants, voire écrites et recopiées à la main. Les grands journaux clandestins n'auraient pu exister sans le soutien actif et le travail des femmes. Elles sont cofondatrices, rédactrices en chef, secrétaires générales. Elles assurent et dirigent dans des conditions difficiles l'impression et la diffusion. Nous allons parler de Marietta Martin, née en octobre 1902 et qui fait de brillantes études au lycée Molière. Elle entre peu après le début de la guerre dans le réseau Hector, un important groupe de combat et de renseignement de la zone nord. Puis elle rejoint le mouvement de résistance La France continue, qui publie un journal clandestin. Sa chambre, au 34 rue de l'Assomption, le jardin donne sur le jardin à l'arrière du lycée, devient la salle de rédaction du journal, où sa mère Henriette
le dieu Martin, œuvre aussi. La photo du haut, c'est l'arrière du lycée Molière du côté du hameau. Vous voyez, c'est le bâtiment de gauche, c'est un bout du lycée Molière. Et c'est sa maman, elle qui saute à la corde, et une petite amie. Le 10 juin 1941 paraît le premier numéro de La France continue. 11 autres numéros suivront. Marietta Martin écrit pour le journal et assure également à bicyclette la diffusion des numéros dans Paris. Elle est arrêtée avec les dirigeants de La France continue à la suite de l'infiltration d'un agent double. Marietta est déportée en mai 1942 en Allemagne et internée dans 8 établissements pénitentiaires successifs. Elle est condamnée à mort le 16 octobre 1943 pour complicité avec l'ennemi. Gravement malade, elle décède à Francfort-sur-le-Main le 11 novembre 1944. Marietta Martin fait partie des 157 écrivains morts pour la France dont le nom figure au Panthéon, sous une plaque portant la mention « Ici sont enfermés les hommages rendus le 2 juillet 1949 aux écrivains morts pour la France pendant la guerre 1939-1945. » Une allée a été baptisée en 1961 du nom de Marietta Martin dans la forêt des écrivains combattants dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Sur les 65 écrivains qui ont donné leur nom à des allées de cette forêt, on ne compte que 2 femmes, Marietta Martin et Irène Nemirovsky. Alors les mouvements ont aussi des services sociaux. Le travail des services sociaux consistait à s'occuper des familles de déportés, des fusillés, de celles aussi dont les hommes étaient partis au maquis. Des subsides étaient versés aux mères et aux enfants sans ressources. On organisait le placement dans les familles d'accueil. Il fallait également confectionner des colis pour les personnes qui étaient internées dans les prisons. Et nous parlons maintenant d'Yvette Baumann, Bernard Farnoux, née en 1919. Elle obtient son baccalauréat à Molière, puis devient élève des surintendantes de Paris, où elle rencontre Bertie Albrecht. En 1941, elle obtient son premier poste à Lyon au commissariat au chômage, organisme dépendant du Secours national créé par Vichy, ce qui lui sert de très bonne couverture pour agir dans la résistance. Dès juillet 1941, elle participe activement à l'organisation des services sociaux du mouvement Combat. Yvette, pseudo Claude, s'engage dans l'action clandestine à laquelle elle se consacre totalement à partir de novembre 1941. En juin 1943, après la mort de Bertie Albrecht, à 24 ans, Yvette est nommée responsable nationale des services sociaux des mouvements unis de la résistance. En octobre 1943, Yvette se marie dans la clandestinité avec Jean-Guy Bernard, polytechnicien, résistant, secrétaire général de Combat. Ils sont arrêtés un dimanche de janvier 1944 à Paris à leur domicile. Elle ne le revit jamais. Jean-Guy Bernard fut déporté dans l'un des derniers convois et mourut entre Drancy et Auschwitz. En février 1944, Yvette est emprisonnée et interrogée par la Gestapo pendant plusieurs semaines. Réanimée après une tentative de suicide, alors enceinte de 8 mois et demi. Transportée à l'hôpital de Blois, elle perd son bébé, mais parvient à s'échapper. Rattrapée, elle est incarcérée à Vendôme, à Fresnes, à Drancy, d'où elle est déportée vers Auschwitz-Birkenau en avril 1944, puis à Ravensbrück. Le camp est libéré par les troupes soviétiques le 11 mai 1945. Abel Farnoux, résistant déporté, évadé d'un convoi quittant le camp de Buchenwald après 22 mois de captivité, muni d'un ordre du gouvernement français, se charge de la rapatrier avec plusieurs de ses camarades. Ils se marieront l'année suivante, ils auront 3 enfants, dont Sylviane qui devait être là. Sylviane Toporkov aurait dû venir, Oui. hein, mais bon, elle n'est pas là, elle viendra peut-être demain. Yvette s'éteint le 7 novembre 2015, après avoir fondé 2 importantes associations. L'association Revivre, s'occupant des orphelins des déportés morts dans les camps, et l'association pour la mémoire des déportés et des résistants d'Europe, et son relais de la mémoire junior, dont le lycée Molière est partenaire depuis 2002.
Yvette Baumann-Bernard Farnoux a été la 8e femme française élevée à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur en 2008. Les activités de résistance se poursuivent de façon très organisée et structurée. Un bon exemple en est l'action de Jacqueline de la Roche-Brochard, connue sous le nom de Jacqueline Péry d'Alincourt, du fait de son double mariage. Jacqueline Péry d'Alincourt. Née en 1919, Jacqueline étudie au lycée Molière. En septembre 1939, la veille du jour de la déclaration de guerre, elle épouse le jeune sous-lieutenant Joseph d'Alincourt. Mais le couple doit se séparer dès le lendemain des noces, car Joseph est fait prisonnier et conduit en Allemagne où il mourra 9 mois plus tard. Le 7 juin 1940, Jacqueline entend, avec stupeur, le discours du maréchal Pétain qui se prépare à livrer la France vaincue à la violence de l'Allemagne nazie. Jacqueline prend sa décision immédiatement. À 2 pas de la ligne de démarcation sur les rives de l'Allier, elle aide les soldats sénégalais de l'armée française à échapper à l'encerclement allemand. Revenue dans sa famille après la débâcle, elle organise dès l'automne 40 sa propre résistance en compagnie de ses sœurs cadettes. Très tôt le matin, elle parcourt les rues de Poitiers pour lacérer les affiches antisémites et les affiches anti-anglaises. Puis, en mars 41, elle rencontre pour la première fois Geneviève de Gaulle, la nièce du général. Durant l'été 42, elle entre en contact avec un groupe de résistance organisé militairement et dépendant du Comité national français de Londres. Dans un premier temps, elle travaille pour le BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. Elle est codeuse, puis agent de liaison. En avril 1943, Jacqueline, sous le nom de Violaine, est placée sous la responsabilité de Daniel Cordier au sein de la délégation générale dirigée par Jean Moulin, qui prépare la création du Conseil national de la résistance. À l'équipe initiale se joint Jacqueline d'Alincourt comme responsable du secrétariat. Après l'arrestation de Jean Moulin, elle est chargée de trouver de nouvelles boîtes aux lettres. De Pâques à l'automne 1943, tous ces jeunes vivent follement l'action clandestine, risquant chaque jour l'arrestation, la torture, l'assassinat. Mais l'aventure s'achève brutalement fin septembre 1943, après le coup de filet de la rue de la Pompe, à 2 pas d'ici. Durant 5 jours et 5 nuits, Jacqueline est aux mains de la Gestapo. Elle passe ensuite 12 mois à Fresnes, avec de nouveaux interrogatoires et des menaces d'exécution capitale. Le 17 avril 1944, elle part pour l'inconnu. Au long cauchemar du voyage dans les wagons à bestiaux succède l'arrivée hallucinante à Ravensbrück. Demain, je lirai un texte qu'elle a écrit pour les élèves, pour leur faire comprendre ce que c'était qu'un camp. Jacqueline Péry d'Alincourt fait partie des 15 femmes retenues en otage à Ravensbrück au moment de la libération du camp. Himmler tente alors de se servir de ces femmes comme moyen de chantage en se réservant la possibilité de les faire exécuter. Elles sont sauvées in extremis par la Croix-Rouge suédoise. À partir de 1985, Jacqueline consacre la dernière partie de sa vie à la mémoire en France et à l'étranger. Elle est allée dans énormément d'endroits pour parler, en souvenir d'une vieille dame qui était avec elle à Ravensbrück et qui lui a dit « Dites-le au monde, dites-le ». Et donc elle a pris cette phrase pour elle et elle l'a dit. Et on l'a vu ici plusieurs fois et je vous assure que c'était émouvant quand elle parlait, c'était extraordinaire. La résistance armée. Dernière forme, plus rare et souvent occultée de la place tenue par les femmes dans la résistance, leur rôle dans les luttes armées. Jugées souvent incapables de se servir d'armes, les femmes qui passent plus facilement inaperçues avec un cabas ou une voiture d'enfant effectuent des repérages des lieux et les transports d'armes et d'explosifs avant les attentats. Les résistantes sont généralement des sédentaires menant une double vie, une vie normale privée ou professionnelle,
et une vie souterraine à l'ombre du chef qui donne les ordres et qu'elles exécutent. À la différence des hommes qui en général sont soit sédentaires, soit pardon, Actif. oui, c'est ça. Elles ont les deux cas. Alors il y a deux femmes, anciennes d'élèves de Molière, qui ont eu un rôle très particulier dans les maquis. Suzanne Grumbach, elle est née en 1922. Pendant l'occupation, elle franchit clandestinement la ligne de démarcation le 15 juillet 1941 pour passer en zone libre. Elle poursuit alors ses études d'histoire et entre dans la résistance. Agent de liaison et boîte aux lettres, elle rejoint ensuite le réseau Périclès. Ce réseau est une émanation du mouvement Combat, chargé de créer des maquis écoles afin d'assurer la formation civique et militaire des cadres des futurs maquis. Des équipes de conférenciers sont en bord d'armes et des coups de main. Elle rejoint le mouvement Défense de la France en mars 1944, remplace le responsable de la diffusion du journal dans certains quartiers de Paris. Elle consacre toutes ses forces à la mise au point de dispositifs insurrectionnels avec Défense de la France, tout en continuant d'aider au maximum le travail de liaison avec le maquis Zone Nord. La guerre finie, elle se reconvertit dans la publicité et devient gérante de l'Office général d'édition et de publication qui lui permet d'organiser la publication de l'annuaire de la Résistance dès 1948. Alors pourquoi la résistance des femmes a-t-elle été occultée? 50% de ces femmes résistantes étaient des femmes au foyer, citadines ou paysannes. Elles étaient de milieux très divers, d'âges variés, de tout type de profession, de convictions politiques et religieuses différentes. Quelles ont été les actions de résistance de toutes ces femmes? Eh bien, elles ont été celles des hommes. Pourquoi a-t-on tellement occulté le rôle des femmes? Sans doute en raison d'une conception sexiste du rôle traditionnel de la femme et de l'homme dans notre société, mais aussi et surtout en raison du silence des femmes, estimant qu'elles avaient simplement fait leur devoir. Une fois le pays libéré, elles ne se sont pas déclarées comme résistantes, elles ont participé à leur propre effacement en minimisant leurs actions. Souvent dépourvues de projets politiques, la plupart d'entre elles reprirent le cours traditionnel d'une vie de femme, d'épouse et de mère. Les résistantes avaient écrit leurs souvenirs au lendemain de la guerre, mais les historiens ne leur avaient guère prêté attention. Ce que disaient les résistantes ne paraissait pas assez extraordinaire. On s'arrêtait plus à l'époque sur les résistants, chefs de mouvement ou de réseau, sur ceux qui avaient combattu les armes à la main. Pendant plusieurs années, l'historiographie de la résistance a essentiellement été militaire et écrite par des hommes. Il a fallu qu'on s'intéresse à la résistance civile et aux activités de sauvetage dans les années 70 pour commencer à prendre la mesure de ce que fut le rôle des femmes. Pour les femmes comme pour les hommes, les raisons de l'engagement personnel sont liées à la formation, aux engagements de la période précédente, syndicalisme, combat social et politique, scoutisme, mouvement jeunesse, lutte contre le fascisme, mais aussi à l'éducation familiale. Et c'est pourquoi à Molière, plusieurs groupes de sœurs sont entrés en résistance. Yvette et Claudine Baumann, Germaine et Madeleine Bernard, Anise et Claire Gérard. Rendons hommage à toutes, grâce à elles, depuis 75 ans, la France est un pays de liberté. Grand merci parce que vous nous avez fait réfléchir. Nous les hommes, n'est-ce pas? Je pense que les femmes ont réfléchi aussi, mais pas forcément de la même manière. Et j'ai été spécialement sensible aux références à Yvette Baumann, que j'ai bien connue, et parce qu'elle a travaillé assez directement avec mon père à Lyon, et qui était donc l'une des rares personnes à pouvoir me parler directement de mon père, puisqu'il est mort à 24 ans en 1944. Donc, merci beaucoup pour ça. Ceci étant, quand je regarde ce qu'on a écrit justement sur, par exemple, l'activité de mon père, je m'aperçois effectivement qu'il y avait énormément de femmes autour et que le rôle
n'est pas toujours mis en évidence comme il le faudrait, à quelques belles exceptions près. Vous avez cité Bertie Albrecht, qui est évidemment... il y a aussi Marie-Madeleine Fourcade, mais ça reste un travail à faire. Ceci étant, et pour finir sur une note un peu personnelle, quand j'ai commencé à fouiller vraiment dans les archives que mon père m'avait laissées, enfin, ma mère a transmis plutôt, je me suis aperçu que ma mère, qui ne disait rien, avait fait pas mal de choses finalement pour aider son mari. Et ça a fait qu'à 86 ans, elle a eu la Légion d'honneur. Elle n'en venait pas d'ailleurs, elle était ravie. Et quand on l'a interviewée, elle a dit « Ah mais oui, j'assistais aux réunions parce que comme ça paraissait plus bête et plus naturel. J'avais l'air d'une cruche, mais c'est pas grave. » Passer à des choses sérieuses et donc partager un verre tous ensemble. Merci beaucoup.